Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 37 de la 5e saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, ravie de vous retrouver. On a un sujet un petit peu intéressant ce soir, Antoine. Bah écoute, comme chaque semaine, et puis plus les semaines passent, plus les sujets deviennent de plus en plus intéressants, mais où s'arrêterons-nous? Je ne sais pas, en tout cas ce soir nous accueillons Éric Le Saint. Bonsoir Éric. Eh bien, bonsoir. Heureux d'être avec vous. Puis, j'ai l'impression de jouer à domicile quand Ouais, je viens chez toi, donc c'est agréable, il n'y a pas trop de stress. clairement, hein, les plus adeptes parmi vous se rappelleront de la chanson d'anthologie que nous avons fait avec Éric et Jérôme, Misère. Voilà, Natacha, ça lui parle pas du tout. Elle regardera dans les archives de Miasme TV. Tu On vas n'a pas eu de on n'a pas eu de procès, hein. envoyer. Je Non, l'ai vu, je l'ai tu l'as vu. vu? Je l'ai Ah, vu, il me l'a envoyé. ah d'accord. Bon. Donc, bah, ce soir, je ne sais pas qui nous recevons. Je vais être franc avec vous. Je ne sais pas si effectivement nous recevons le chanteur, qui est Éric Le Saint, peut-être en fin d'émission. Je ne sais pas si nous recevons l- l'écrivain politologue qu'est Éric Le Saint, parce que tu as écrit un livre, d'ailleurs, peut-être que les gens ne le savent pas, qui s'appelle Racisme, antisémitisme, délinquance, politique, ça suffit. Voilà, j'ai Voilà. écrit. Il y a quelques années, un coup de colère. Mon côté idéaliste a voulu un petit peu expliquer ce que c'est que le racisme. Parce que pour moi, le racisme, il est issu simplement du capitalisme qui nous met en concurrence permanente entre nous, puisque avec le capitalisme, il n'y a jamais assez de choses pour tout le monde. Donc le but, c'est justement c'est de nous diviser, nous mettre en compétition permanente. Et l'autre, ben, il veut ton boulot, il veut ton appartement, il veut ceci, il veut cela. C'est logique, puisqu'il faut le moins de choses possible. Et résultat, bien, l'autre devient un ennemi, et obligatoirement avec le capitalisme, eh bien, on va détruire la société, on va détruire l'homme. C'est inexorable. Et je pense que pour moi, ouais, la seule cause du racisme, c'est le capitalisme qui nous oblige à détester l'autre, qui est en compétition permanente avec nous. C'est Voilà. ça. Donc, Et à enlever, le livre, ouais. ouais, Je vais dire parce qu'en ce moment, il n'y a pas plein de choses qui se passent. tu m'étonnes. Et le capitalisme qui nous oblige à enlever les chaises de la salle Voilà. pour, voilà, pour générer les tensions. Je vous invite à regarder l'émission qu'a faite Eric sur une chaîne belge. Avec Anne, ouais. Avec Anne Allemand. Anne Lallemand, ouais. Ouais, voilà, qui est vraiment super. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc, je ne sais pas si nous invitons aussi le chercheur. Euh, alors, comment est-ce qu'on pourrait te caractériser, le chercheur L'électron en libre, échec? déjà. L'électron Oui, libre. Ça, bah je dis oui, bien. Ça, je dis bien. forcément. Voilà. Passionné d'égyptologie, passionné de sites mégalithiques, passionné de la Rochauffée. Mais oui. Eh oui. Ben, Bon, je crois Roche. qu'on va inviter les trois bonhommes en une seule fois ce soir. Ouais, je pense que si. Hein. Ils sont inséparables parce qu'il y a plein de choses bon, qui sont liées. Il y a plein de choses que je voulais parler parce qu'on est confronté, nous, aujourd'hui, à ce qu'on appelle le fact-checking. C'est tous ces gens-là qui veulent amener une vérité et qui veulent toujours nous attaquer parce qu'on ne respecte pas tout ce qui est académique. Voilà. Exactement. Et donc ce soir, tu vas nous parler aussi de consensus scientifique. Voilà, ta vision là-dessus. Et Ouais. avant qu'on aille sur ce sujet, moi, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on fasse un petit focus sur justement le sujet qu'a choisi Natacha, Mm. qui devrait te plaire parce qu'on n'est pas très loin du consensus scientifique. Euh, Pourquoi croire aux visites d'extraterrestres est devenu si courant et inquiétant? Et inquiétant. Hmm. J'ai choisi un sujet en lien avec toi, Eric, et pour vous tous, et pour toi, Antoine. J'ai mis un t-shirt spécial What the fuck. J'ai pas dit de gros mots. Non, mais il What va falloir, voilà, the fuck. what the fuck, tout à fait. Et ouais, parce que moi aussi, je suis en colère, Eric. Je partage ton tes positions, celles que tu viens de décrire. D'ailleurs, en t'écoutant,
je me disais: «Pour quelle raison nous n'arrivons toujours pas à fonctionner ensemble?» Parce que c'est ensemble qu'on peut se sortir de tout ça. Ce n'est pas en fonctionnant avec, des économies partagées comme ça, avec certains qui veulent prendre, un petit peu tout et d'autres qui n'ont rien. C'est-à-dire pour que une petite partie de la population ait beaucoup d'argent, une autre partie du monde en a très, très peu. Donc moi, c'est mon sujet what the fuck aussi. Mais là, je vais aller ailleurs. Pourquoi? Alors c'est un article de Futura, qui a choisi ce titre très intéressant que tu nous as dit, Antoine. Donc de plus en plus de gens s'intéressent au phénomène OVNI, disent qu'ils en ont vu et disent: «Et c'est inquiétant». Ça m'a intriguée. Je me suis dit: «Ça, c'est pour Eric». Pourquoi? Alors, on imagine des lumières étranges dans le ciel, des témoignages troublants et des secrets bien gardés. Donc c'est la fascination pour les ovnis et la vie extraterrestre qui atteint des sommets, nous dit cet article. Environ, parce qu'ils sont allés chercher des chiffres, environ 20% des Britanniques et 34% des Américains croient que des extraterrestres ont visité la Terre. Ce que dit l'article, c'est: pourtant, aucune preuve scientifique tangible ne vient étayer ces convictions. Évidemment, on met en doute la parole. Alors, sachant évidemment que moi j'en ai vu, je me dis: tiens, ça m'intrigue, on va aller plus loin. Alors ils poursuivent: ce phénomène de croyance collective, pour eux, soulève des questions par rapport à la science, sur les conséquences sociales et sur les conséquences sociales d'une telle adhésion, et disent-ils, sans fondement. C'est un petit résumé que j'ai fait de l'article. Alors ils poursuivent: l'engouement pour les phénomènes inexpliqués dans notre ciel ne cesse de croître, particulièrement, il paraît, aux États-Unis, où près d'un quart de la population affirme avoir aperçu un ovni, comme vous le voyez là dans l'article qu'Antoine nous met en visuel. La proportion d'Américains convaincus que les observations d'OVNI constituent une preuve de vie extraterrestre a grimpé de, on a dit, 20% en 1996 et 34, donc de 20% à 34% en 2022. Donc on est quand même assez nombreux. Pourtant, d'après eux, ils mettent en cause les choses en disant: pourtant, les distances interstellaires colossales, pour eux, rendent improbable que notre premier contact avec des civilisations extraterrestres se fasse via des visites plutôt que par des signaux détectés depuis des planètes lointaines. Moi, j'ai une petite idée. Je me dis: mais pourquoi est-ce qu'ils vont dans leur cadre classique en disant: «Forcément, les distances interstellaires sont tellement grandes qu'on irait, qu'il y aurait des contacts que par signaux». Enfin bref, on se limite avec une pensée qui vient de notre création, personnelle. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas, Eric, pour toi, mais je vais te laisser parler après. Je finis parce que je suis un petit peu agacée, comme vous l'entendez à mon ton de voix. Donc, l'intérêt pour les ovnis a depuis longtemps infiltré la sphère politique américaine, nous dit cet article. Jimmy Carter, après avoir lui-même signalé l'observation d'un ovni, et on dit probablement la planète Vénus, aurait promis la divulgation de documents lors de sa campagne présidentielle en 1976. Avez-vous vu quelque chose? Moi pas. Cette tendance s'est poursuivie avec, vous savez qui? Hillary Clinton, qui souhaitait ouvrir les dossiers du Pentagone, tandis que Bill Clinton avait envoyé donc son chef de cabinet à la fameuse zone 51. Plus récemment, le leader démocrate, Chuck Schumer, je ne sais pas comment on le dit. Comment on le dit? Schumer? Schumer? L'anglais, c'est pas mon truc, hein. Ok, allez, on va passer. Pas breton. Donc lui, il s'est fait le porte-parole d'une initiative bipartisane visant à déclassifier certains, je vous en avais peut-être pas entendu parler, certains documents sur les phénomènes aériens non identifiés. Donc ça, est-ce que ça va plus loin? On dit, après on a un petit sondage, Gallup, donc de 2019 comme vous le voyez, qui révèle, oh là là, que 68% des Américains croient que le gouvernement américain en sait plus sur les ovnis
qui ne le dit. Enfin là, ils sont en train de remettre un petit peu en cause, un petit peu la parole, des gens. Vous savez, ces phénomènes d'étiquette, quand on ne veut pas écouter quelqu'un, on lui met une étiquette. Moi, j'ai déjà entendu certaines étiquettes durant une certaine période de notre vie, comme par exemple complotiste. On le dit vite. C'est devenu presque un gros mot d'ailleurs. Alors cette dynamique s'inscrit dans un contexte plus large de quoi je viens de parler? De théorie du complot, dont les conséquences alors j'adore l'image qu'ils ont mis quand même, qu'on voit à l'écran. Tu peux nous la remontrer? Elle est sympa l'image. Moi j'adore l'alien qui fait: «Oh, j'en ai marre». Donc théorie du complot, je disais, dont les conséquences peuvent être préoccupantes. Érosion, alors les conséquences peuvent être préoccupantes. Moi, je dirais que c'est pas tellement dans ce sens-là qu'il faut aller. Pour eux, c'est préoccupant qu'il y ait une érosion dans la confiance dans les institutions démocratiques. Avec alors oui, ça peut être préoccupant comme, des actions un petit peu extrêmes et là je suis pas pour, comme des appels à prendre d'assaut la zone 51. Je suis pas vraiment pour moi pour, ces trucs un petit peu violents comme ça en disant: «Voilà, on n'a pas confiance donc on va aller faire des actions, violentes». Je suis pas du tout pour. Alors d'autres conséquences, interférence avec, ce qu'on nous dit, c'est pour toi Eric, avec la communication scientifique légitime. Tu as aimé, je pense, tu as aimé l'ensemble des mots que je viens de prononcer. Oh oui, je Mmh. connais tous ces mots-là. Oh c'est pour toi, oh c'est pour toi. C'est cadeau. Les mots étiquettes, ça j'adore. Ah oui, 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 oui. Moi je suis en mode what the fuck. Je suis énervée aujourd'hui, je suis énervée. Moi, je suis pas énervé parce que moi, j'adore les mots étiquettes parce que ça prouve que les gens fuient le débat, ils ont qu'une peur, c'est de débattre. Et voilà, sur un ring, il y a un boxeur qui est là, qui dit: «Je suis le plus fort». Et quand on veut monter sur le ring, pour le battre, il va nous dire: «Bah, non, non, tu complotiste, c'est ceci, cela», donc il veut pas que tu montes, tout simplement parce qu'il sait qu'il va le perdre. Et des boxeurs qui sont là à dire: «Je suis le plus fort» et qui acceptent que personne ne monte sur le ring, eh bien ça me fait rire, moi et tous les gens qui nous traitent de complotistes, moi je les appelle des chihuahuas parce qu'ils nous aboient dans les pattes: «Complotiste, complotiste» et puis ils partent en courant comme des petits chihuahuas pour surtout pas avoir à discuter avec nous. Oui. Heu, Ouais, bah, où je je comprends ça. voilà, où je les appelle des pifous parce que, toi, Antoine, tu connais bien Pifou, la bande dessinée et Pifou, il avait, 2 solutions, c'était très binaire, c'était Glop ou pas Glop et aujourd'hui, maintenant, c'est ça, c'est tu es pro-russe, tu es anti-russe et il y a plus de discussion et moi, tous ces gens-là qui sont très binaires, qui nous traitent d'antivax, de complotistes, je les appelle des pifous parce que c'est Glop ou pas Glop. Ouais. Il y a pas de nuance. Moi ce que j'aime Et bien, je c'est pense que ces gens-là, il faut les étiqueter aussi, puisqu'ils nous étiquettent, on va les étiqueter aussi. Et je pense que de les appeler des pifous, des chihuahuas, bah, ils reviendront pas 2 fois à la charge, parce que s'ils se prennent, aussi, ben, quelques mots bien appropriés, ils arrêteront, ils changeront leur langage. Mais à partir du moment le problème, c'est qu'on est tous sur la défensive. Aujourd'hui, à chaque fois, avec les vax, avec tout ça, on se mettait sur la défensive. Mais non, à partir du moment où on a des idées, on n'a pas, et on des arguments surtout, on n'a pas à être sur la défensive. Et c'est le gros problème des gens aujourd'hui, quand on voit dans les médias, si on leur pose des questions, eh bien, ils vont 10 minutes, un quart d'heure à essayer de se justifier, et puis ça va être terminé, ils vont pas pouvoir amener leurs propos. Donc, ne vous justifiez pas, surtout, et employez les mêmes armes. Donc, les mots étiquettes pour bien nettoyer, et après, vous amenez vos arguments. Alors moi, j'avais une autre technique que j'ai trouvée très intéressante et qui a fonctionné à chaque fois. Je suis partie de l'idée qu'on est tous des humains et qu'on a tous les mêmes besoins. Donc on a peur. Moi, j'avais peur du vaccin, et certains avaient peur du virus. Donc j'ai dit: «On se ressemble» et ce que j'ai fait, comme je connais pas mal le fonctionnement des dictatures, je les ai étudiées durant, certaines choses, donc les dictatures dures, dictatures douces, donc on a des exemples de ça dans certains livres. On a 1984, on a pour la dictature dure, on a, Aldous Huxley. Moi, je ne parle pas des dictatures actuelles, je parle donc de ce qui est décrit dans les livres. Il suffit de voir, un petit peu les fonctionnements et puis surtout, j'aimais beaucoup regarder, La dictature aboutie, dont j'ai déjà parlé dans un Mimi précédent. La dictature aboutie dont on parle souvent. Ce qui est la dictature aboutie, c'est nous faire, disons que les personnes
deviennent eux-mêmes acteurs de leur propre enfermement. Donc on les convainc, en fait, du bien fondé du truc et pour éviter qu'ils pensent autrement, on leur met des mots étiquettes pour arrêter leur pensée, donc et ce qui fait qu'ensuite, on a plus de facilité à imposer une façon de penser. Donc à partir du moment où j'ai étudié ça, je le disais. Donc je le disais face à des amis, ce sont des amis qui voulaient me convaincre de faire, comme eux. Et moi je leur disais: «Bah écoutez, il y a quelque chose qui se passe, c'est ça, 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 ça. Moi je vois que la parole va être, fermée à partir du moment où on va m'opposer ceci, ceci, ceci». Et bah du coup, ils m'opposaient pas puisque Mmh. je l'avais décrit avant. Ah. Donc quand on connaît, moi, ma meilleure, entre guillemets, «arme», c'est de réunir et c'est aussi la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu exposes cette connaissance et de cette manière-là, tu n'as plus, en fait, quelqu'un en face qui peut, à ce point te t'imposer sa pensée. Il peut essayer, mais toi, tu restes ferme dans tes trucs. Donc je continue sur ma petite news parce que je suis sûre que tout va te plaire. Donc, il s'inquiète aussi de la propagation de récits pseudo-historiques. Alors, tu vas aimer ça. Un aspect, Antoine aussi. Et vous aussi, les amis, je m'arrête à chaque fois pour dire tout le monde va aimer, mais je suis sûre que vous allez adorer. Un aspect particulièrement problématique, disent-ils, de la culture ovni concerne l'appropriation et la distorsion, pardon, des mythologies indigènes. Cette tendance remonte, ils nous décrivent tout, hein, aux années 1940, lorsque l'écrivain Alexander Kazantsev, je ne sais pas le prononcer, réinterprétait l'événement, de la Tunguska. Allez Antoine, aide-moi. Toun Oui, Tunguska. Oui, j'adore, il fait prendre son temps de notes. Oui, Appelle-moi professeur Antoine. professeur Antoine. On accentue sur la deuxième syllabe. Très bien. Appelle-le professeur Eric. Professeur Eric, professeur Antoine. Alors, on y parle quoi? De l'explosion d'un vaisseau extraterrestre, rattachant quand même ce récit aux traditions chamaniques des Evanki. Et là, ils insistent, ils disent: «Cette réécriture historique s'est intensifiée» et certains ufologues suggérant que des civilisations comme celle d'Amérique du Sud n'auraient pu développer leur technologie sans intervention extraterrestre. C'est donc l'opinion déjà qui est dans cet article-là en disant: «Attention, regardez, on réinvente tout, c'est grave, c'est dangereux». Et donc cette vision, nous disent-ils encore, initialement ancrée dans des préjugés raciaux, s'est paradoxalement transformée dans les années 1960 pour valoriser les peuples autochtones comme détenteurs d'une sagesse extraterrestre avancée. Les récits ancestraux, comme ceux des Pléiades, certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas, qui remonteraient à 50 000 ans, deviennent particulièrement ciblés par les enthousiastes des visites extraterrestres, nous dit l'article. Certains prétendent même être des Pléiadiens, curieusement décrits comme grands, blonds, aux yeux bleus, plutôt ressemblant aux Lakota, ou, alors je ne sais pas du tout prononcer ce mot-là, Ogives, ogives, dont ils s'approprient les traditions. Alors, c'est vrai qu'on peut pas dire tout et n'importe quoi aussi. Moi, je sais que j'ai interviewé des gens qui avaient, des pratiques chamaniques. On a sur cette chaîne eu une superbe émission avec, Jean-Pierre. Rappelle-moi le nom complet de Jean-Pierre, qui est chaman. Rappelle? Mmh. ECMA. Voilà. Et qui nous disait aussi qu'il aime bien des choses aussi, réfléchies quand même, hein. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Mais du coup, à partir du fait que certains vont dire tout et n'importe quoi, nous allons, aussi, ne plus permettre à des gens comme Eric ou à d'autres personnes de dire ce qu'ils ont à dire et de faire des recherches ou notre ami Jérôme. Donc face à cette situation, on a des initiatives comme, Native Sky Watcher qui est soutenue par la NASA et qui tente de préserver l'authenticité des récits indigènes sur les étoiles. Mais, c'est ça que j'aime bien, c'est le ton de l'article. Mais ces efforts scientifiques légitimes
se retrouve largement éclipsé par la machine médiatique de l'ufologie, comme l'illustre le fossé entre les 13,8 millions d'abonnés de la chaîne History, diffusant Ancient Aliens, et les 20 000 abonnés de la chaîne d'astrobiologie de la NASA. C'est vrai que parfois, la NASA a des trucs intéressants à dire quand même, et que d'autres disent des bêtises. Mais ça ne signifie pas que par là, on va taire la voix de chacun. Alors, si la spéculation sur la vie extraterrestre reste quand même un domaine scientifique qu'il rappelle légitime, la conviction de visite alien sans preuve tangible représente d'après eux, un glissement problématique. La fascination pour les ovnis reflète peut-être notre désir profond de ne pas être seul dans l'univers, nous disent-ils. Et c'est vrai. D'un autre côté, il continue, cette quête légitime, il y a beaucoup de légitime, mérite d'être poursuivie avec rigueur scientifique. Oui, mais ça ne veut pas dire que la parole doit être tue, plutôt qu'à travers des récits sensationnalistes. Alors, je te laisse la parole. J'ai beaucoup parlé. À toi, Oui. Eric. Qu'as-tu à nous dire sur cette légitimité de notre science et la parole scientifique? Oui, parce que juste Eric, on est dans ce que toi, finalement, tu appelles le consensus scientifique, c'est-à-dire qu'il y a un dogme qui a été établi et qui va balayer toutes les preuves des pseudo-chercheurs non patentés scientifiques, parce que de toute manière, on ne défend pas les preuves, on défend le dogme. Et Bon, il faut savoir quand même qu'il ne faut pas mélanger et la science et tout ce qui est fact-checking, parce qu'il y a une OPA des fact-checkers et des médias sur la science, qui ne dit rien pour le moment, mais je pense qu'ils doivent en avoir un petit peu marre que des gens parlent en leur nom. Parce que ces gens-là, déjà, n'ont aucune compétence. Moi, je prends des mecs comme Cyril Barbas, par exemple, qui fait une faute dans chaque mot et qui dit G, et qui veut nous expliquer qu'il est en train de faire une émission sur ce qu'est le complot. Et quand on lui parle d'un complot, l'USS Liberty ou n'importe quoi, il n'en a jamais entendu parler, c'est catastrophique. Et on a des gens pour gagner de l'argent ou pour exister, parce que je me suis aperçu que la plupart des fact-checkers, déjà, n'ont aucun humour, vous verrez, ils ne sourient jamais. Et deuxième chose, n'ont jamais créé quelque chose. C'est des gens qui n'ont aucune capacité de créativité. Donc pour exister, ils sont obligés de détruire. Et c'est leur seul, c'est vital pour eux. Et vous verrez que dans les fact-checkers, il n'y en a aucun qui a déjà créé quelque chose ou qui se marre. C'est des gens qui ne se marrent jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils sont faits pour exister? Ils se sont emparés d'un terme, justement, qui est le terme consensus. Il n'y a aucun chercheur, aucune personne saine d'esprit, que ce soit pendant le Covid, la santé ou maintenant avec l'archéologie, les pyramides, qui s'oppose à des preuves. Quand on a des preuves, nous, on les accepte. Personne ne va prendre des risques de se faire humilier ou critiquer parce qu'il va attaquer des preuves. On va pas dire que la Tour Eiffel a été construite par les extraterrestres. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là ne prennent que le consensus. Et ils veulent défendre le consensus. Et ils nous reprochent des croyants, mais le consensus n'est qu'une croyance. Le consensus scientifique, ça n'existe pas. C'est de consensus, parce que le consensus, c'est des gens qui sont tous d'accord, qui éjectent tous ceux qui ne sont pas d'accord, et qui décident d'une théorie. Voilà, par exemple, l'amiante, c'est pas dangereux. Et ils vont se dire, bah, voilà, il n'y a pas de danger sur l'amiante, et puis 20 ans après, on s'aperçoit que le consensus, c'était faux. Après, il y a eu le consensus sur l'efficacité du vaccin, 99%. Le consensus comme quoi le café assis était moins dangereux que le café debout. Tout ça, c'est des consensus, c'est que des croyances. Et tous les consensus sont tombés. Il y avait des consensus qui disaient qu'un avion ne pouvait pas voler parce qu'il était plus lourd que l'air. Et aujourd'hui, les fact-checkers ne vivent que par la défense du consensus, la défense d'une croyance. Et ces gens-là nous reprochent d'être croyants, et ils ne sont que des croyants. Mais c'est pire que ça, puisqu'ils veulent absolument qu'on adhère à leurs croyances, donc c'est-à-dire que c'est des sectes, c'est des gourous. À partir du moment où quelqu'un veut nous imposer sa vision du monde qui n'est qu'une croyance, c'est un gourou, c'est une secte. Il faut bien comprendre, tous ces gens-là ne sont que des gourous qui ne veulent imposer une croyance, parce qu'avec l'avancée de la science, eh bien tout ça, ça va exploser en plein vol. Alors, ma spécificité, moi, de chercheur, c'est que je fais ça avec de la géométrie, avec des angles, avec des distances.
et je montre des faits. Et aujourd'hui, l'archéologie ne montre, ou l'égyptologie ne montre que de l'interprétation. On prend une fresque et on en déduit quelque chose, mais le souci, c'est que c'est jamais reproductible. Et la base, surtout de la science physique, eh bien, c'est la reproductibilité. On n'expliquera pas la construction d'une pyramide avec de la science humaine, avec des petits dessins, mais avec de la reproductibilité. Aujourd'hui, on nous explique qu'en quelques centaines d'années, on a construit 7 ou 8 pyramides à Gizeh et gigantesques, mais on est incapable de reproduire le coffre de Khéops de 2 mètres par 1 mètre. C'est dingue. On a un coffre de Khéops de 2 mètres sur 1 mètre, personne n'est capable de le reproduire. Donc avant de raconter qu'on peut faire des pyramides, refaites le coffre de Khéops. Et quand je l'ai proposé à certains fact-checkers, tout le monde est parti en courant. Et je l'ai dit: «Moi, je vous finance, parce que s'ils me récissent, le coffre, tous les musées du monde vont se l'arracher. Je vais faire fortune». Mais bien sûr, personne n'est capable de refaire ce coffre. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que tous ces gens qui veulent nous parler de sciences humaines pour expliquer les constructions de bâtiments, eh bien, c'est des charlots. Voilà, c'est que la science physique qui expliquera. Quand on discute avec n'importe quel tailleur de pierre, mais il est hilar quand il voit des démonstrations. Heu, donc moi j'insiste, aujourd'hui, il faut lutter contre le consensus et tous les fact-checkers, faut plus les appeler des fact-checkers, faut les appeler des consensueurs. Parce que c'est des gens qui défendent, qui ne travaillent pas, ils sensueurs, c'est des cons et ces gens-là, ne défendent qu'une croyance. Donc faut plus les appeler les fact-checkers ou les porteurs de vérité ou je sais pas quoi, faut les appeler des consensueurs, des gens qui défendent la croyance, le consensus. Et si on l'emploie par leur vrai mot, eh bien, on saura qui ils sont. Pourquoi j'en parle? Parce que je suis très attaqué, comme d'autres chercheurs indépendants, par tous ces gens-là qui n'ont aucun diplôme, par exemple, Alexis qui se targue d'être le principal, fact-checker au niveau histoire géographie. Je lui ai posé quand même une question sur la guerre de 39-45 et qui avait fourni, du pétrole à Hitler pour aller à Stalingrad, parce qu'il me disait que les Américains étaient isolationnistes et jamais ils ont aidé Hitler. Et il m'a expliqué quand même que c'était les Russes qui avaient fourni du pétrole à Hitler pour aller incendier Stalingrad. Donc c'est quand même assez fou. Heu, voilà, leur raisonnement, c'est ça, c'est que, c'est des disques durs et puis quand on leur pose une question, ben, ça bug. Donc voilà, ne vous faites plus avoir par le consensus, ce n'est qu'une croyance. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de porter l'oreille aux autres chercheurs. Alors, c'est vrai qu'on emploie un terme qui est finalement peut-être trop pompeux et puis qui discrédite le mouvement, c'est les chercheurs de vérité. Bon, il y a pas une vérité, c'est surtout les chercheurs de preuves et toi, finalement, tu tes recherches, tu les as basées sur la géométrie. Alors, tu as un nombre qui, chez toi, est un nombre fabuleux, c'est le nombre d'or. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le nombre d'or, j'ai, été refaire, les petites recherches mathématiques de base. Le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Un Grosso modo, 618, un c'est 618. 1,618, 0,33 et cetera et cetera. Et c'est aussi la seule, solution à l'équation, x carré moins x, moins 1 égale 0. Mais, Donc le ça, tout le monde nombre s'en d'or, fout. c'est un chiffre que tu trouves partout dans la nature, hein, c'est le chiffre de l'univers. Et pour le montrer, il y a Walt Disney qui a fait une vidéo dans les années 50 qui fait 6-7 minutes, qui est sur YouTube, qui explique le nombre d'or, qui est fabuleuse. Donc tous les gens qui connaissent pas le nombre d'or, ils vont voir la vidéo de Disney qui est en libre accès sur YouTube, ils vont tout de suite comprendre que ce chiffre, il est très très particulier. Et quand on le trouve bien dans des recherches, eh bien, c'est vrai que ça devient intéressant. C'est ça. Et donc quand on commence à avoir l'œil aiguisé, comme tu l'as toi, sur, ce nombre-là, ou sur, l'autre nombre aussi qui lui est associé, c'est-à-dire que quand tu fais un triangle rectangle de 1 par le nombre d'or et que tu récupères, l'hypoténuse, c'est pareil, l'hypoténuse, de ce triangle rectangle est un nombre que tu vas retrouver, dans tes recherches. Mmh. Et bien, finalement, on commence à se poser des questions sur la notion de hasard.
Tu as un très bon exemple, tu donnes un très bon exemple, alors je sais plus dans quelle vidéo, où tu parles, tu dis: «Je prends 2 dés, je les lance, face au nord et puis je fais 2 fois 6, je les lance face au sud, je fais 2 fois 3». Bon, c'est du hasard, mais quand je commence à reproduire ça une centaine de fois, on est peut-être plus dans du hasard et au final, c'est vrai que dans les chiffres que toi ou des personnes comme, Quentin Leplat ou Warcrost ou tant d'autres chercheurs, quand vous ressortez comme ça, mmh, les chiffres qui reviennent systématiquement, tu te dis: «C'est quand même cinglé, quoi». C'est, à se poser la question si on n'est pas dans une matrice artificielle, Justement, bon, prenons j'ai 2 démonstrations à vous faire là, aujourd'hui. Je vais parler donc alors je fais quand même la promotion du livre parce que c'est aussi pour ça que je suis là, puisque j'ai sorti un livre qui s'appelle «Le secret de l'implantation des pyramides». Alors le but de ce livre, c'est de montrer que, en mesurant l'écart entre les pyramides, les dimensions des pyramides, eh bien on peut trouver un étalon commun et on voit que c'est le système métrique. Et là, eh bien c'est des faits. Tout est sous système métrique en Égypte, contrairement à ce que nous expliquent les archéologues. Pourquoi? Parce que les archéologues prennent des lignes droites alors que tout a été construit avec des cercles. Et ce qui est important en Égypte, c'est les diagonales. En Égypte, il n'y a pas de carré. Quand on fait un carré, on fait 2 triangles côte à côte. Et c'est l'hypoténuse qui permet, de construire les pyramides, de construire des monuments. Et quand on travaille avec des diagonales, eh bien, tu parlais de diagonale avec le nombre d'ordre tout à l'heure, eh bien, tout est au nombre entier et on voit le système métrique qui apparaît partout. Et le système métrique, eh bien, c'est par rapport à la taille de la Terre. Donc si les Égyptiens utilisaient le système métrique, c'est qu'ils connaissaient la taille de la Terre. Donc pour moi, bien sûr, les Égyptiens n'ont pas été capables de construire les pyramides parce qu'il y a un cahier des charges qui est complètement dément que j'ai résumé dans ce livre, qui prouve bien sûr que, il y a sans doute une civilisation qui a disparu, qui a construit ces monuments. C'est obligé. Par les faits, on ne peut pas, imaginer autrement. alors tu nous as préparé peut-être des petits, Alors oui, alors donc dans ce livre, parce que dans ce livre, j'essaie d'être très rationnel, simple, c'est que des mesures, mais j'aime bien vous montrer des choses complètement irrationnelles aussi, des choses complètement folles. Mais qui sont des faits. Et je vais vous montrer une petite vidéo sur l'équateur penché, parce que tout le monde, connaît l'équateur penché depuis LRP2, LRDP, la version des pyramides, donc avec tous ces monuments qu'il y a dessus. Et moi, je me suis aperçu que, eh bien, l'équateur penché, on pouvait le tracer grâce au Mont Saint-Michel. Et grâce au Mont Saint-Michel, eh bien, vous allez voir, c'est complètement fou ce qu'on peut faire. C'est complètement irrationnel. Si, parce que tous les lieux s'appellent Saint-Michel que je vais utiliser, donc pourquoi tous ces lieux s'appellent Saint-Michel? Et vous allez voir, c'est précision 100, hein, il n'y a pas d'approximation. Vous allez voir que grâce au Mont Saint-Michel, eh bien, on va tracer l'équateur penché et je trouve ça complètement fou. Donc on peut peut-être commencer par là, avant de eh bien, parler vas-y. des pyramides, mais moi j'aime bien aussi montrer des choses que je ne peux pas expliquer. Alors Donc moi, c'est je veux bien que tu expliques ce que c'est que l'équateur penché parce que, du coup, moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, l'équateur penché, il y a des gens qui se sont aperçus qu'il y avait des lieux sacrés qui étaient alignés. Par exemple, l'île de Pâques, le Machu Picchu, les pyramides d'Égypte, le temple d'Angkor, tout ça, c'était sur la même droite, Nazca, et ça faisait un équateur tout autour de la Terre. Comment se fait-ce que tous ces lieux sont alignés? Eh bien, moi, j'ai bossé là-dessus et je suis en mesure, dans une conférence que j'appelle donc La Réchauffée Centre du Monde, que je vais donner à Cajar, donc le 1er juin ou 31 mai, je dis, je vais expliquer à quoi sert l'équateur penché. Et l'équateur penché, eh bien, il est en relation avec Platon. Platon, dans le Timée, a dit que la Terre était fabriquée de 4 éléments mis à part égale. Et grâce à la roche chauffée Stonehenge et l'équateur penché, eh bien, je vais prouver que Platon avait raison dans ses écrits. Alors, Mmh. est-ce que Platon a existé? Moi, je ne sais pas. C'est un truc assez intéressant, c'est qu'on n'a aucune preuve que Platon n'a existé. Les écrits de Platon datent de 1000 ans après Platon. On a plus de chances que le Christ a existé statistiquement que Platon, contrairement à ce qu'on croit. Donc tous ces gens-là, scientifiques, nous disent Platon existait, mais le Christ n'a pas existé. Mais par rapport à ce qu'on a au niveau preuve, on a plus de chances que le Christ a existé que Platon. C'est assez intéressant. Platon, c'est
Sur quoi il a écrit, on ne sait pas, puisque les parchemins, c'est moins 250 et Platon, c'est moins 500. Donc à cette époque-là, on avait des tablettes d'argile, on avait les papyrus. Les écrits de Platon, ça représente en gros 3 à 4 000 pages. Donc sur quoi il a su? Non, a priori, Platon n'a jamais existé. Et les écrits, à mon avis, sont plus des écrits égyptiens qui ont été récupérés par des moines ou à Byzance. Mais voilà, Platon, Hérodote, tout ça, on n'a aucune preuve. Et ça, il y a des émissions entières à faire là-dessus, sur ces existences de tous ces philosophes grecs. Donc, Oh non, pas Platon, Éric. pour tout le monde, Platon a existé, mais non, on n'a Bah aucune preuve. oui, me remets pas ça en cause. Ah oui. Mais voilà. Et la seule chose qu'on a, c'est 1000 ans après la mort de Platon, qu'on commence à avoir des bribes d'écrits, c'est tout. Mmh. Écoute, peut-être que dans 1000 ans, on retrouvera, tes Du livres, Antoine, hein. Donc moi, je peux montrer, enfin un petit partage d'écran Allez, vas-y, partage. et montrer. Donc vous voyez, la Bretagne, l'Angleterre, l'ouest de la France, c'est bon pour vous? Ouais. Ah Natacha, tu habites par ici, toi, là? Oh, je devrais savoir où c'est! Ben, on va parler de ouais. Bon, donc si vous voyez l'écran, je continue. Voilà, on a ici Stonehenge, que tout le monde connaît. Eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a 2 monts Saint-Michel, celui-là que vous connaissez, et il y en a un autre ici, qui est le Mont Saint-Michel, qui ressemble beaucoup au nôtre. Alors, il y en a un qui est bien sûr en Normandie, et l'autre qui est en Angleterre, à côté de Penzance. Ils s'appellent Mont Saint-Michel tous les deux. Ils sont occupés par des moines, ils sont sur des îles. Eh bien, entre Stonehenge et le Mont Saint-Michel, on a 284 km, et entre Stonehenge et Mont Saint-Michel, on a aussi 284 km. C'est quand même exceptionnel, puisque c'est la position de 100%. Voilà, c'est ce triangle. Et donc j'explique dans cette conférence que je donne à Cajar que le Stonehenge a sans doute été positionné grâce à ces monts Saint-Michel. C'est par rapport à ces 2 monts Saint-Michel et à un autre lieu qu'on a positionné Stonehenge. Je l'explique avec plusieurs éléments. On a donc 2 fois 284 et on a une base qui fait 332 km. C'est pas un triangle équilatéral, c'est isocèle. Mais on a un autre mont Saint-Michel qui s'appelle Mont Saint-Michel, Saint-Michel de Carnac, qui est pas loin de Vannes de Carnac, hein, voilà, qu'on va voir ici. Voilà, et ici, c'est Saint-Michel de Carnac. Bon. Ah, Est-ce qu'il est relié à tous ces lieux-là? Eh bien, on va voir que oui. Parce que si je fais ici un triangle, eh bien, j'ai encore 332 km. C'est-à-dire que de Mont-Saint-Michel à Mont-Saint-Michel ou de Mont-Saint-Michel à Saint-Michel de Carnac, on a 332 km, précision 100%. Donc, on a 3 Mont-Saint-Michel qui sont reliés ensemble par un triangle isocèle, dont 2 qui sont sur des îles. C'est quand même assez fou. Et on a donc 2 triangles isocèles emboîtés. Et il nous manque un lieu, voilà, qu'on va voir, qui est à 284 km ici, et qui est la pyramide du Louvre, qui va arriver ici, voilà. Donc du Louvre au Mont-Saint-Michel, on a 284 km, de Mont-Saint-Michel à Stonehenge, 284 km, de Stonehenge au Mont-Saint-Michel, 284 km. Et là, on a 3 triangles isocèles parfaits. Et la distance de Stonehenge au Louvre, eh bien, c'est 394,19. On travaille à quelques mètres près, à 10 mètres près. Et c'est quoi 394,19? Eh bien, si vous multipliez 394,19 par le nombre d'or, 618, vous obtenez un rappel ou un dixième du rayon de la Terre, précisément. C'est comme on fout. Mmh. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces triangles? Vous allez voir. Juste une petite précision, mais comme ça, hein. Ouais. C'est le fait que la Terre soit ronde et que l'axe soit plat qui fait que ça fait pas tout à fait, triangle isocèle, Alors, il me semble. l'intérêt de tout ce que je fais, c'est que tout le monde peut vérifier. Non, non, Google mais Earth, là, visuellement, ouais, mais non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne peux pas prendre des risques. Voilà, tout ce que je fais est vérifiable, donc les triangles sont bien isocèles. Donc, j'encourage tout le monde à télécharger le logiciel Google Earth, c'est gratuit, et de refaire ce que j'ai fait. Vous allez voir, c'est 100% de précision. mmh. Vous avez 284 km sur les 3 dimensions que je vous ai dit, Donc du 332. Mont Saint-Michel de Carnac à l'autre Mont Saint-Michel,
plus haut, vers la C'est Normandie. 332 entre Mont-Saint-Michel, Mont-Saint-Michel de Carnac, c'est 332. C'est la même distance que Mont-Saint-Michel, Saint-Michel de Carnac. D'accord. Voilà. Mais Et donc les gens peuvent refaire, hein, parce que c'est complètement fou et c'est vraiment des triangles isocèles parfaits. Donc je vais continuer, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Alors, on va enlever les 3 triangles, on va simplement garder les 2 Mont-Saint-Michel, les 3 Mont-Saint-Michel. Donc là, on a 3 Mont-Saint-Michel qui sont reliés par un triangle isocèle. C'est assez exceptionnel. Et on va relier Stonehenge à son Mont-Saint-Michel, qui s'appelle Mont-Saint-Michel, et on va relier le Louvre à ces 2 Mont-Saint-Michel en France. Et on va voir où on va arriver. Donc je fais 3 lignes. Voilà. Une ligne bleue, une ligne jaune et une ligne blanche. Alors peut-être, Natacha, tu sais où va arriver la ligne bleue? Alors, je précise, je passe vraiment sur les points, vous verrez, je passe pas à 30 mètres ou 40 mètres des points. Je passe vraiment sur le Louvre. Je passe vraiment sur le sommet du Mont-Saint-Michel. Mmh. Je passe exactement sur les points. Donc, petite idée, Natacha, où on va sur le trait bleu? Dans quel sens? Bah, tu vois, il part du Mont-Saint-Michel de Carnac, On est il va sur vers le le Louvre. Louvre là-bas? Bah, il continue, il va où? Petite idée? Je cherche avec un site remarquable. Hmm. Non, je vois pas, non. Tu as une idée, Antoine? Vers Bah, l'infini et l'au-delà, ou alors, tu te rappelles. ou alors, non, je me rappelle plus de ta conférence, c'est dommage, sinon La zone 51, peut-être? j'aurais pu crâner. Donc, on va y Euh, aller. On va y aller, on va décoller. ouais, je pense qu'il va falloir y aller là. On décolle. Alors, ça devrait partir. Si. Ah. Petite question, pourquoi tu as choisi le Louvre? Alors, attends, bah, on va le dire par après. Donc, bah, non, excuse-moi, je commence par l'autre, la ligne blanche. Ah, mais tu vas loin là! Voilà, je fais sur le Machu Picchu. Vous voyez, on est Ah, OK. exactement. Alors, je me suis trompé. Sur ma vidéo, je partais directement de celui qui va de Mount Saint-Michel à Stonehenge, et j'arrive directement sur le Machu Picchu, le centre. Précision 100%. OK. Alors pourquoi j'ai pris le Louvre? Bien, il y a beaucoup de choses sur le Louvre. La pyramide de Louvre, elle a été mise là, mais bon, avant, on avait quand même une forteresse qui avait été construite par Philippe Auguste. Et il y a plein de choses sur le Louvre, mais là, bah, faut venir voir la conférence à Cajar, parce que c'est un lieu très très particulier par rapport à ses questions géographiques. D'accord. Donc on a vu la ligne blanche nous Oui, amène c'est la ligne blanche. directement sur le Machu Picchu. Le Machu Picchu, OK, Voilà. d'accord. Donc maintenant, on va prendre la ligne bleue de mémoire. J'étais partie sur la ligne bleue. Alors Ouais. attention, je vais Alors la faire du ligne bleue, bruit. elle vient matériellement aussi. 2 secondes, 2 secondes. Je fais du bruit, je fais du bruit, je fais du bruit. Voilà, Voilà. c'est Et bon. on arrive au centre du temple d'Angkor. OK. Précision, c'est exceptionnel quand même. D'accord, oui, alors effectivement, je m'arrêtais pas, j'allais pas aussi À la loin. limite de mètres, hein, ouais. Ouais, Et j'observe. maintenant, il ne reste plus que la ligne jaune pour voir où elle va. Après, on se dit, ben, bien sûr, tu peux trouver plein de points sur la Terre, il y a aucun souci pour ça. Je vais y répondre tout de suite. Et on arrive, sur le centre de l'île de Pâques, Mmh. exactement, le centre de l'île de Pâques. Donc les gens peuvent me dire: «Oui, bien sûr, mais tu aurais pu trouver, d'autres lieux, Teotihuacan, et cetera». Mais ouais, ce qui va se passer, c'est que tous ces lieux qu'on a trouvés, eh bien, ils sont exactement sur ce qu'on appelle l'équateur penché, sur la même ligne. Voilà. Grâce au Mont-Saint-Michel, on a tracé l'équateur penché. Mmh. Voilà. Et Autrement dit, c'est la prolongation de tes lignes et le croisement de l'équateur penché qui tombe sur un lieu remarquable. Ouais. et au croisement de ces lignes, tu trouves quelque chose ou pas? C'est-à-dire? Au croisement de la ligne, blanche, jaune et La ligne bleue. blanche? Ouais, exactement. Ah! Ah non, j'ai pas La ligne regardé. blanche et la ligne jaune, là, il y a pas de croisement, en fait? Non, Les je les crois. 3 Il y a les rien au 3 croisement? On non, va elles louer un ne bateau, on va louer concourent un pas. bateau, on va les voir on va se faire une petite plongée sous-marine là-bas. Eh ouais. Et bien sûr, on a aussi les pyramides d'Égypte qui sont sur cet équateur penché. Et j'explique aussi les relations qu'il y a entre les pyramides d'Égypte et certains lieux
en France, dont le Mont-Saint-Michel, puisque Mont-Saint-Michel correspond à la pyramide de Khéops. Et j'explique pourquoi. Voilà, donc grâce au Mont-Saint-Michel, eh bien, on a pu tracer l'équateur penché, qui va me servir après à parler de Platon. Alors, c'est pas tout, c'est que j'additionne toutes les distances, donc à partir des Monts Saint-Michel. Donc, il y a une droite qui fait 9559, l'autre qui fait 13595, et l'autre ligne 10147. Et bien, si j'additionne tout ça, ça me fait exactement 33 200 km. Eh bien, si vous avez suivi tout à l'heure, eh bien, la distance entre le Mont Saint-Michel et Mont Saint-Michel, c'est 332 km. C'est-à-dire que les droites que j'ai additionnées, eh bien, font exactement oui, c'est ça, un centième de la distance entre Mont Saint-Michel et Mont Saint-Michel, ou le Mont Saint-Michel et Saint-Michel-de-Carnac. Donc là où est le hasard, bah, il est très loin. Au niveau probabilité, on est à une chance sur des millions et des millions. Donc ça, je voulais vous montrer parce que c'est précis à 100%, tout le monde peut le refaire, et eh bien, ça dépasse l'entendement. Voilà, donc c'était la première chose que je voulais vous montrer. Alors, sachant que dans la zone, je ne sais pas si tu en parles après, mais dans la zone, il y a La Rochauffée et tu as aussi des calculs similaires qui donnent des choses complètement remarquables par rapport à La Rochauffée. Ce qui est intéressant, c'est de montrer des choses et après donner une conclusion, parce que beaucoup de chercheurs montrent des faits, des aliments, mais n'expliquent pas à quoi ça peut servir. Et moi, j'aime bien expliquer pourquoi on peut avoir ça. Alors, j'ai pas forcément la vérité, mais j'ai la sincérité avec moi. Ça, c'est important. Et puis ça colle, et c'est toujours exhaustif. Quand je montre quelque chose, c'est toujours exhaustif. Il n'y a jamais de faille. Après, bien sûr, ça peut toujours le hasard, mais on ne peut pas dire que je suis sincère et que je raconte n'importe quoi, puisque ce ne sont que des faits. Je Bah, j'en profite, Eric, du coup, comme tu l'as cité quand même à plusieurs reprises, eh bien, de rappeler, voilà, ta présence aux rencontres de l'inconnu qui se passe donc du 29 au 31 mai à Cajar. J'ai eu encore, Christophe au téléphone tout à l'heure. Il reste encore des places, donc vous avez la possibilité de pouvoir, réserver vos places, c'est dans plus très longtemps, hein, c'est dans moins de 2 semaines maintenant. Donc toi, tu passeras le vendredi 30 mai à 11h15. ouais. Le sujet, ça sera le rôle de l'équateur penché par l'alliance masculin-féminin sacré. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi masculin, féminin, sacré? C'est parce que moi, je travaille beaucoup avec la Terre et la Lune. Je fais des reproductions de Terre et de Lune sur notre planète. Et on s'aperçoit que beaucoup de sites sont soit Terre, soit Lune, c'est-à-dire féminin ou masculin. Et voilà, la polarité sur cette Terre, elle est donnée aussi par le côté Terre pour le masculin. On dit la Terre-mère, mais non, la Terre, c'est masculin. Et la Lune, c'est féminin. On connaît le rôle de la Lune, hein, sur les cycles féminins, par exemple. Hein. Mmh. Et moi, je fais beaucoup de reproductions de Terre et de Lune qui me permettent de polariser beaucoup de choses, donc le masculin et le féminin. Ouais, oui, et tu as énormément de démonstrations, avec le rapport entre la taille, ou la circonférence ou le diamètre de la Lune et celui de la Terre, que ça soit au pôle ou pas au pôle, ou imbriqué dans un carré et cetera, quoi. C'est hallucinant. Si vous avez pas eu l'occasion de voir des démonstrations d'Eric là-dessus, voilà, beh, cherchez sur YouTube, vous trouverez plusieurs vidéos, où il y a ce genre de démonstration. Peut-être que tu vas nous en montrer, une, tout à l'heure, lorsqu'on va passer en Égypte. Et Ouais, je ouais, voulais juste finir sur, du coup, ce festival. Bon, bah, il y aura notre ami, Umberto Molinaro aussi qui sera présent, hein, pour une conférence sur le féminin sacré au travers des crop circles. Et petite nouvelle, parce que malheureusement, Bleuette Dio ne pourra pas être, présente aux rencontres, et donc c'est Lily Oz, qui a eu, l'amabilité de pouvoir la remplacer, au dernier moment. Lily Oz, que les amis m'y connaissent, hein, sur la chaîne, sur le thème «Guérir les mémoires du masculin et du féminin, de la réconciliation intérieure à l'union sacrée». Donc voilà, si vous voulez, voir aussi, Lily Oz en vrai ou Éric Le Saint en vrai, c'est l'occasion de se déplacer à Cajar, dans le Lot. Donc, Éric, du coup, maintenant tu voulais nous amener en Égypte. Voilà, donc je voulais parler un petit peu de mon livre,
qui m'a pris 3 ans, puisque ce que je voulais, c'est une précision quand même minimum 99-95% sur mes calculs. Je voulais que ça soit hyper précis, donc j'ai jeté pas mal de choses, mais on arrive à un livre de 150 pages avec 99,95% de précision. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses et là, il y a pas c'est complètement rationnel puisque c'est des monuments qui ont été construits par un être vivant, sans doute un humain, hein, et on mesure, ben, les distances qu'il y a entre ces monuments et on s'aperçoit que c'est pas posé au hasard. Il faut savoir que, voilà, les archéologues nous expliquent que tout est posé au hasard. Eh bien non, moi je démontre que rien n'est posé au hasard, tout a alors que la chronologie d'archéologue, je la valide grâce à la mesure, sauf pour une pyramide qui est la pyramide de Képhren, puisque j'explique que la pyramide de Képhren est construite avant celle de Khéops, et ça change tout au niveau de l'archéologie, de l'interprétation. Et si Képhren est construit avant Khéops, eh bien le narratif des tombes, ça tient plus. Donc il n'y a qu'une pyramide où je ne suis pas d'accord avec les archéologues, puisque ma méthode me permet de valider ce que font les archéologues d'une manière interprétatoire, alors que je le fais moi par des faits. Mais je suis d'accord avec eux, sauf sur Képhren, mais ça change tout au niveau du narratif. Et ça, c'est un petit peu embêtant pour tout ce qu'on nous apprend. Parce que les pyramides ne peuvent pas être des tambours. Enfin, pour rappeler aux gens, hein, on n'a jamais trouvé ni un hiéroglyphe, ni un os, ni une momie dans une pyramide. Bon, à part quelques pyramides comme Ounas, où on a trouvé des fresques, mais c'est de la réappropriation de lieux. Mais on n'a jamais pu prouver que on avait enterré qui que ce soit dans une pyramide. Il faut le savoir. Il faut savoir, Alors, ce qui est important aussi, c'est que les Égyptiens n'ont jamais parlé ni dessiné une pyramide. C'est comme s'ils ne les avaient jamais vus. C'est assez fou. Ils ont dessiné plein de choses, mais jamais des pyramides. Ils les ont jamais évoquées. tu parles sur des fresques, Les des plantes, fresques, etc. les papyrus, les ils notaient tout les Égyptiens. C'est des gens qui n'importe les saisons, les ceci, le tout, ils marquaient tout et ils ont jamais parlé de pyramides, comme s'ils les a jamais vus. Il y a pas une pyramide sur un papyrus. Il y a pas OK. une pyramide, il y a pas un écrit qui parle de pyramide, il y a pas un dessin qui reproduit une pyramide. Il y a un truc qui a été retrouvé à Abydos, mais qui ressemble plus à une pyramide du Soudan. C'est un triangle, mais c'est pas une pyramide, ça n'a rien à voir avec les pyramides égyptiennes. Non, non, ils ont écrit des milliers de choses, et ils ont jamais parlé de pyramide. C'est comme si on allait à la Tour Eiffel, à Paris, et puis qu'on nous disait: «Ah, la Tour Eiffel, non, on l'a pas vue, pas de carte postale de la Tour Eiffel». C'est vraiment un mystère. Ouais, mais Et tu penses quoi, Natacha? Ouais. non, justement, j'allais dire, j'avais 2 choses à dire. C'est qu'est-ce que tu interprètes à travers ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que toi, tu veux nous dire? Et la deuxième chose, c'est dans les pyramides, on a quand même trouvé des hiéroglyphes, des Non, inscriptions, des choses, on a des tombeaux quand même, il me semble. Moi, on a trouvé, si je me trompe pas, hein, tu es plus au fait que moi, hein, mais non. oui, On des a choses. retrouvé il y a 4 pyramides où il y a des hiéroglyphes qui sont les pyramides d'Ounas, de Pépi, mais c'est de la réappropriation. On parle par exemple d'Ounas, mais on ne dit pas dans les textes qu'il est enterré dans la pyramide. C'est simplement la réappropriation à chaque fois qu'on a fait une cathédrale ou une basilique, on l'a mis déjà sur un lieu mégalithique. On a le domaine de la Rochauffée a servi à faire des hôtels religieux, mais ça a servi aussi à mettre des moutons pour protéger des humains. C'est de la réappropriation, mais sur 250 pyramides, 150 pyramides, 130, 150, il y a 4 pyramides où il y a des hiéroglyphes, mais qui sont des réappropriations, on est à peu près sûr. Et on n'a jamais retrouvé qui que ce soit, quoi que ce soit, non, c'est vide. Alors on nous dit, comme on n'a rien retrouvé, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc j'ai pris le même raisonnement avec mon assureur, j'ai dit que j'avais une Ferrari dans mon garage et que comme mon garage était vide, c'est bien la preuve qu'il y avait une Ferrari dedans, mais mon assurance n'a jamais voulu m'offrir une Ferrari neuve et c'est la logique des archéologues. Puisque c'est vide, c'est qu'il y avait quelque chose. Voilà, c'est que c'était pillé. Mais si ça avait été pillé, eh bien, des bijoux et de l'or, il y a un moment où ça revient sur les marchés. Sur les marchés, si on retrouve, je sais pas, une couronne avec marqué Khéops,
Personne va la garder pendant des milliers d'années. Il y a un moment, elle va revenir sur le marché de l'art, c'est obligé. Et dans tout ce qui a été soi-disant pillé, sur le marché de l'art, jamais rien n'est réapparu. Donc ça va pas être fondu ça me paraît fou que quelque chose qui est pillé ne revient jamais sur un marché. Mmh. Alors, donc ça signifie donc, OK, il y a pas d'inscription de l'objet pyramide, dans les cartouches, dans les fresques et cetera. Heu, Pas plus que, finalement dans des objets, du quotidien. Donc ça signifie quoi en réalité? C'est-à-dire qu'elle n'était pas visible à l'époque de l'Antiquité, égyptienne, ou c'est quoi effectivement l'interprétation? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est amener des ingrédients de réflexion, c'est de montrer des faits et amener des ingrédients que les gens réfléchissent. Moi, j'ai pas d'explication, j'en ai peut-être qu'une, qui vaut ce qui vaut, mais est-ce que le temps existe? Et si on fait abstraction de cette dimension temps, parce que j'ai travaillé avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui travaille sur le dédoublement du temps, et si le temps n'existe pas, est-ce que l'histoire est linéaire? Et moi, je ne vois qu'une explication, c'est que le temps n'existe pas. Non, je suis un peu étonnée quand même, moi, il me semblait qu'on avait quand même trouvé des choses à l'intérieur des pyramides. Là, tu dis que non, Non, non. et où où étaient ces choses que l'on a trouvées qui sont maintenant dans les musées? Les momies, les Alors, tout ce qu'on a trouvé, tous les pharaons qu'on a trouvés enterrés ou tous les corps qu'on a enterrés, on les a trouvés dans la vallée des rois, Toutankhamon, Ramsès, c'est-à-dire enterrés dans le sable. C'est ce qu'on appelle la vallée des rois, donc à côté de Karnak, sur la rive, ouest du Nil. Et là, on a trouvé tous les pharaons, tous les trésors, mais jamais dans les pyramides, dans le sable. tu pas cette idée-là, Antoine, que c'était dans les pyramides? Non, 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 ça par Non, contre, c'est moi ouais, qui ah ouais, d'accord, ça Non, j'ai par contre c'est pas toi, c'est tout le monde, hein. Quand 80 des gens, parlent, même de la pyramide de Ramsès ou la pyramide de Toutankhamon, hein. oui, 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 oui. Même ChatGPT m'a parlé de la pyramide de Toutankhamon qui n'a jamais existé. alors voilà, ça effectivement, j'avais bien conscience, qu'il y a aucun pharaon, qui a été, inhumé dans une pyramide. Et là où je suis plus étonné, c'est le fait que j'avais pas conscience qu'il y avait, ou alors j'ai pas compris du tout ce que tu m'as dit, Eric, hein. J'avais pas conscience qu'il y avait pas de symboles gravés, sur les murs, dans des papyrus, quoi que ce soit, de pyramide. Le symbole d'une pyramide sur un document. Donc, On a des obélisques, mais on n'a pas de pyramide. ouais, ouais, c'est ça qui est cinglé. Donc alors pour toi, c'est juste une histoire de temps qui s'écoule pas de la même façon. Je sais pas, moi je vois pas Non, mais d'autres c'est pourquoi explications. Ouais. pourquoi pas? Est-ce qu'il y aurait pas une explication plus simple? Comme dans, la finalement la chrétienté, où on ne doit pas faire de représentation de Dieu. Est-ce que là, il y aurait pas eu tu vois, une loi comme ça où on ne devait pas faire de représentation de pyramide? Il y aura pu y avoir d'autres peuples qui en ont parlé, qui étaient extérieurs à cette religion. Aucun peuple n'en a parlé non plus. Et mais comme on n'est pas capable de refaire même le coffre de Khéops, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas prouver que les Égyptiens ont construit quoi que ce soit, puisque Alors, ça à partir du qu'ils aient, moment, oui, voilà, que ça soit pas eux. où c'est beaucoup plus vieux, où ça a 40 000 ans, 50 000 ans, tu parlais de 50 000 ans, Natacha, tout à l'heure dans ton article. Moi, 50 000 ans, 50 000 ans, ça me va bien. Et voilà, où c'était construit il y a très très longtemps et c'était ensablé, on les voyait pas, je sais pas, puisque le sphinx était ensablé, ou le temps n'existe pas. Et il y a quand même pas mal de gens, de physiciens qui parlent que le temps n'existe pas. Donc est-ce qu'on vit, ça plaît à Jérôme par exemple, hein, donc on vit dans une matrice et voilà, que c'est que plein de pièces de puzzle et puis que rien n'est dans l'ordre. Mmh. Mm. Du coup, elles auraient été désensablées à partir de quand? Ou elles seraient rentrées dans la trame Ah, temporelle à partir de quand? Pour toi? bah, si le à part le seul moment où on en parle, c'est à partir de soi-disant Platon, donc c'est à partir de 800-900 ans qu'on commence à en parler. On va dire 700 ans après Jésus-Christ qu'on commence à parler des pyramides. D'accord, Mmh. après JC. OK. Mmh. Bon, en Bah, tout cas, Les Romains n'en ont jamais parlé, hein.
On n'a jamais parlé de, quand on parle de Cléopâtre, tout ça, on aurait pu parler de pyramides dans les écrits de Cléopâtre, sauf, c'est vrai que quelqu'un pourrait peut-être me reprendre là-dessus et ça serait heureux parce que je le dis quand même de tête et je pas vérifié. Mais quand on parle de Cléopâtre et des histoires de Cléopâtre, on parle jamais de pyramides. Oui, c'est ça, soyons, quoi, on est d'accord avec, Éric, les amis, si vous avez des informations divergentes, qui nous montrent que, effectivement, il y avait la présence, en tout cas, la reconnaissance de pyramides avant, l'époque, avant la naissance de Jésus, pour donner un jalon temporel, hein. Hésitez pas à nous donner les sources, ça va intéresser Eric et puis du coup, ça va ouais, ça va lui permettre de cogiter sur tout un tas d'autres choses. Parce que, je regardais la vidéo de Quentin Leplat là, hier ou avant-hier et il disait un truc vachement intéressant, c'est que sur une vidéo qu'il avait faite, sur l'une des premières vidéos qu'il avait faites en 2017, finalement ce qu'il avait dit à l'époque, il y a peut-être que 15 de choses à garder parce que finalement il a eu d'autres éléments de réponse qui l'ont amené à d'autres éléments de réflexion, qui l'ont amené encore à évoluer dans ses quêtes. C'est un peu de toute manière, des recherches, sans fin, ce genre de recherche. Donc c'est un avis à un moment T arrêté. Demain, il y a des nouveaux éléments, qui viennent chambouler tout ça et bien, heu, la recherche de vérité, encore une fois, hein, il n'y a pas Mmh. qu'une vérité, heu évoluera dans un sens ou dans un autre. Je revendique la méthode empirique, hein, c'est essai-erreur. Un chimiste, il prend 2 produits, il les mélange, des fois ça fait boum et puis des fois ça fait une invention géniale. Mais il faut accepter que ça fasse boum de temps en temps. Et moi, je revendique la méthode empirique, essai-erreur. Je me plante, je continue, j'affine, je rejette. Voilà, c'est comme ça qu'on. Donc là, moi, ce que je demande, c'est de la bienveillance à tout le monde. Si je me suis planté ou si je suis pas précis, on me dit, et là après, ou soit jeter, ou soit je vais jeter, ou je vais approfondir, je vais retravailler. Mais le but, c'est que tous ensemble, eh bien, on puisse avancer. Alors, j'ai fait un site qui s'appelle Pyramids Map. On pourra me donner le lien après, qui est un site collaboratif où je vais mettre mes recherches et tous les gens qui vont trouver des choses ou qui vont vouloir affiner ce que je fais ou rejeter, eh bien, ils me contactent et tous ensemble, on va essayer de faire avancer cette hypothèse de plan. Ce qui m'intéresse, c'est ce plan, le plan d'ensemble. Et ce que je demande, c'est à tous les gens qui ont envie de bosser là-dessus, ben, qu'on essaie d'avancer parce il y a des choses à apprendre là-dessus. On voit bien qu'il n'y a rien n'est hasard. Donc, dans la bienveillance, on va affiner, rejeter, continuer, explorer, tous ensemble. Donc, mais dans la bienveillance, il est temps. Toujours. Voilà. Et on va aller, du côté de l'Égypte, cette fois-ci. Ça va faire plaisir à Jérôme, qui nous regarde et tu avais quelque chose à partager. Ouais, je vais vous montrer que alors, dans le livre, je parle donc des secrets des implantations des 7 pyramides, c'est-à-dire, je suis exhaustif. Il y a 7 grandes pyramides en Égypte et j'explique comment on a choisi leur emplacement, comment on a choisi leur dimension, comment on a choisi leur forme et la chronologie de construction. Parce que quand je fais quelque chose, si je suis pas exhaustif, je jette. Et là, je vais simplement montrer, des choses assez extraordinaires par rapport à la position des 3 pyramides de Gizeh, hein, celles qu'on connaît le mieux. On va voir qu'elles ne sont pas placées par hasard sur les planètes. Et là, sur, la planche, vous voyez les 3 pyramides de Gizeh, la pyramide de Khéops, Képhren et Mykérinos. Et vous avez 3 traits, un bleu, un blanc et un rouge. Alors ça représente quoi? Eh bien, c'est des parallèles à l'équateur. C'est des traits qui font le tour de la Terre et qui passent sur chacune des pyramides. Alors, on va voir, par exemple, pour la première pyramide, la pyramide de Képhren. Donc, vous voyez le trait blanc ici, circonférence, j'ai une petite punaise verte, eh bien, c'est 34 740 km. Le trait blanc qui fait le tour de la Terre, qui est parallèle à l'équateur, qui passe sur le centre de sur le centre de Képhren, eh bien, il fait 34 740. Alors, ça vous dit peut-être rien, 34 740, mais le diamètre de la Terre, c'est 3 474. Donc, ce cercle, c'est exactement 10 fois le diamètre de la Terre. Donc, on voit que Képhren n'est pas posé n'importe où sur la planète. Et on va faire ça pour les 3 pyramides.
Si je prends la pyramide de Mykérinos, le trait bleu, là, j'ai mis une petite punaise sur le paramètre surface. Alors, c'est quoi la surface? Eh bien, si je fais une tranche de la Terre au niveau de Mykérinos, eh bien, vous avez une surface de 127 560 760 km². Alors, ça ne vous dit rien, hein, mais la Terre, je vous ai dit tout à l'heure, le diamètre de la Lune, c'était 3 474, et le diamètre de la Terre, c'est 12 656. C'est-à-dire que vous avez ici, vous avez donc un rappel du diamètre de la Terre. Donc, Képhren, avec son 34 740, nous donne un rappel du diamètre de la Lune, et sur Mykérinos, vous avez un rappel du diamètre de la Terre à 12 756, précision 100%. C'est complètement fou. Question, Eric. Hmm. Elles sont écartées, éloignées de combien, les deux pyramides, là? Là, à peu près 350 mètres à peu près. Ah oui, 350 mètres. Oui, donc c'est-à-dire qu'à 350 mètres près, En diagonale de mémoire, il y a 431 mètres. d'accord. Donc à 400 mètres près, effectivement, si la ligne blanche, on l'a bougée, on était plus sur le rapport de 10 fois, Ah non, mais de toute façon, tu vois, en rayon, tu vois, le rayon, c'est la distance entre le pôle Nord et les pyramides. Ben, tu soustrais 6684,43 à 6684,88, et tu as donc la distance des pyramides par rapport au pôle Nord. Donc, tu fais la soustraction pour savoir l'écart qu'il y a entre les deux. OK. Voilà. Donc, j'ai parlé donc des deux pyramides. Et bien sûr, moi, j'aime bien être exhaustif, donc il faut trouver quelque chose sur Khéops en rapport avec la Terre et la Lune. Bah oui, sinon il l'aurait pas placé là. Si Voilà. si c'est en fait, c'est si c'est un hasard, eh beh, il y aura rien. Si c'est pas un hasard et que ça a été positionné là à Essian, tu vas f du coup trouver un rapport. Mais as-tu Ouais. trouvé un rapport? Et on va essayer. Si je suis là, c'est que je pense que je suis assez content de ce que j'ai trouvé. Alors, c'est un petit peu grâce à Quentin Leplat qui a soulevé un chiffre particulier, que j'ai trouvé ça. On voit que le rayon, alors, j'ai mis une petite punaise sur le mot rayon. Le rayon, c'est la distance qui est entre le pôle Nord et la pyramide de Khéops. Et j'ai exactement 6 684,17 km. Alors, ça vous dit rien, ce chiffre-là. Mais qu'est-ce qui unit la Terre et la Lune? Eh bien, c'est la danse qu'ils ont ensemble autour du Soleil. Donc, on a la Terre qui tourne autour du Soleil en 365 jours, et 25, ou un quart, voilà, ou un 25e. Et on a aussi cette Lune qui tourne autour de la Terre, ici, en 27 jours et 27,322 jours. C'est très, très, très précis. Alors, combien est-ce que fait de tours de Terre la Lune en un an? Mais il suffit de faire une petite division, 365,25 divisé par 27,322, et ça nous donne ce chiffre qu'a soulevé Quentin, qui est de 3683 jours. Eh bien, 3683 jours, si je reprends ce parallèle sur le rouge, eh bien, si je fais du pôle Nord, si je passe par le pôle Nord, je fais un aller-retour, eh bien, la distance, c'est exactement 13 366,34. Ou si on veut, eh bien, c'est la moitié, c'est 2 fois 6 184,17. On a le rayon de la Terre, le rayon entre le Khéops et pôle Nord, c'est 6 184,17. Et la Lune, elle fait donc 368,34 jours, la tour de la Terre en un an, la tour du Soleil en un an. Eh bien, c'est la moitié. Donc, on a exactement sur Khéops la danse qu'il y a entre la Terre et la Lune. Donc, ça fait beaucoup quand même. Alors, peut aller même beaucoup plus loin. Tu parlais d'un triangle au nombre d'or, 1,618 de base et 1 de hauteur. Eh bien, la diagonale, c'est 1,90, 21, 10. Eh bien, si je divise le diamètre de la Terre, 12 614, au pôle, parce que la Terre a deux diamètres, au pôle, et tout à l'heure on a dit 12 756 c'était à l'équateur, au pôle c'est 12 714, divisé par 1,90, 21, ça nous donne encore 6 184, 15 au lieu de 17. Hein, donc il y a 20 mètres d'écart. Mais on voit que tout est mathématique. On voit que Khéops est positionné par rapport au pôle Nord, avec un rapport en nombre d'heures. Oui, alors Et ce qui est fou,
c'est Et que 1,90, je finis juste là-dessus, 1,90-21, c'est la racine de 3,618, et 3,618, c'est le nombre d'or plus son inverse, fois le nombre d'or. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais montrer, déjà. Et je te laisse parler, vas-y. ouais, ce qui est fou, c'est que, finalement, ça marche avec, quand même une information, qui est qu'on ne prendrait pas de façon, naturelle. C'est-à-dire que, heu, nous, si on s'amusait à essayer de faire des calculs et cetera, on prendrait juste la rotondité de la Terre et son rayon, mais non, il faut tenir compte que les pôles seront, un peu aplatis, du coup que le rayon de la Terre n'est pas, le même, finalement aux pôles que, si on le L'équateur. calcule, À l'équateur. à l'équateur, ouais, merci et du coup, bah, quand on tient compte de ce paramètre-là, ça match. Ouais. Donc, on est, voilà, bon. Si C'est la vrai Terre que était pas aplatie au pôle, on n'aurait pas ce rapport de 12 756 et de 3474. mais comment si vraiment, nos anciens avaient voulu construire ces pyramides-là en se disant: «Tiens, on va le faire, en respectant, je sais pas, en voulant honorer le soleil, la terre, la lune» et puis, tu vois? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir ce genre d'informations? Alors, Ah, dans le livre, il y a quand même 150 pages de cahier des charges, parce que là, c'est c'est une minorité non, mais c'est-à-dire tout ça pour dire, c'est que ça abonde dans le sens de ce que tu, ouais. disais tout à l'heure, c'est que les pyramides ont, forcément pas l'âge, que semblent leur donner les égyptologues. Parce que, pour pouvoir faire matcher ce genre de choses, il faut avoir une telle connaissance scientifique qu'avec, les un bâton et puis la projection du soleil et puis, ils peuvent pas, avoir un tel niveau de calcul. Ou je me trompe, mais, Alors, il y a 2 aujourd'hui, solutions. on arrive à ce niveau de calcul parce qu'on a des satellites, parce que, Mmh. Il y a 2 solutions, c'est que, les gars, ils étaient ils connaissaient plein de choses, ils ont mis plein de paramètres. Ou deuxième solution, c'est qu'ils ont mis les proportions, les super proportions qui permettent de tout trouver. Et je pense que quand tu discutes avec des gens qui ont des compagnons de Tour de France, des gens comme, Marc, par exemple, qui m'appelle de temps en temps, il me dit: «Tout est proportion. Il y a pas de calcul, tout est proportion», et on s'aperçoit que c'est grâce aux proportions de la Terre, de la Lune et des pyramides que tout match. C'est que par rapport à des proportions. alors C'est important. OK, certes, pourquoi pas pour les proportions, mais à quel moment dans les proportions, en travaillant sur quelque chose donc de plus petit, on va se dire: «Ouh, la Terre, elle est, aplatie au pôle». Ah ben, c'est et ouais, puis, au XVIIIe siècle, on savait pas qu'il y avait l'Antarctique, donc on savait même pas si c'était aplati ou pas ou pas, hein. Donc, C'est quand on c'est nous a c'est ça, tu peux pas l'anticiper. il faut savoir que l'histoire du maître, elle est complètement fausse, hein. Ce qu'on nous a raconté à l'école, c'est complètement faux. Parce qu'on nous explique que c'est Méchain et De Lambre qui ont mesuré la Terre en 1795, dû mesurer du moins, un méridien entre, Dunkerque et Barcelone, et ils ont extrapolé la taille de la Terre. Alors que si on appelle l'Observatoire de Paris, ils vous diront que le mètre qui a été homologué en 1794, c'est le mètre qui a été donc, validé par l'abbé Lacaille en 1730. Donc, c'est un prêtre qui avait donc, validé le mètre en 1730 et non en 1794. Mais à la Révolution française, on ne pouvait pas attribuer, une connaissance scientifique à un curé, c'était pas possible. Donc on a se servi de pseudo, à mon avis, scientifiques qui sont Méchain et Delambre, pour, soi-disant remesurer la Terre, pour ne pas laisser la paternité du maître à l'abbé Lacaille. Mais l'abbé Lacaille, où est-ce qu'il avait trouvé le maître? À mon avis, dans un livre, ancien, dans une abbaye, sans doute. Mmh. Mais ça, c'est prouvé. L'Observatoire de Paris vous dit, le maître de 1794 qui est exposé au Luxembourg, palais du Luxembourg, c'est le maître de l'abbé Lacaille, 1730. Tout est faux. Tout ce qu'on nous raconte en histoire est faux. Et combien de trésors ont été perdus lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie? Hein. Et à l'abbaye de Cluny, surtout. Je pense que le pire, c'était l'abbaye de Cluny où, faut savoir que tous les moines copistes, parce que Fibonacci, par exemple, il n'a rien trouvé.
Fibonacci, c'est un moine qui est allé donc traduire des écrits arabes à Cordoue, puisqu'il y avait une symbiose entre les savants arabes et les moines, qui allaient à Cordoue, qui allaient en Égypte traduire les livres anciens, et tout était stocké dans les abbayes au Mont-Saint-Michel, à l'abbaye de Cluny. Et nos révolutionnaires, qui soi-disant les Lumières, ils ont tellement les Lumières qu'ils ont mis le feu dans tous ces livres, tous ces trésors. Et tout était détruit à la Révolution, et tout ça, c'était des écrits qui venaient, à mon avis, d'Égypte, oui, bien sûr. Là, je Pour peux moi. peut-être terminer. Bon, il y a plein de choses sur l'Égypte, mais il y a un truc que j'aime bien montrer, Ouais. euh, que je vais peut-être pouvoir montrer pour finir. Alors, on a vu que on avait des choses extraordinaires avec les monuments, mais on voit qu'avec la Terre et la Lune, on a des choses quand même extraordinaires. Là, j'ai la Terre qui est dessinée. Bien, la Terre, elle fait en diamètre moyen 12 742, c'est-à-dire qu'on a le diamètre polaire 12 714, 12 756. Le diamètre équatorial est 12 742, le diamètre moyen que vous allez trouver sur Wikipédia et partout. Bien, la Terre, je vais le mettre dans un carré, je vais l'enfermer dans un carré, et comme le diamètre c'est 12 542, bien le côté c'est 12 742. Et le périmètre c'est 4 fois 12 742, eh bien, je vais le dérouler sur une droite. Donc, le carré rouge, je le déroule sur une droite qui fait 4 fois 12 142, c'est-à-dire 50 968 km. Ça, c'est la dimension du carré rouge qui est autour de la Terre. Et la Terre, sa circonférence, c'est fait 40 046 km. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia, par exemple. Donc, le bleu, c'est la circonférence de la Terre, et le carré, c'est le périmètre. Et le rouge, c'est le périmètre du carré. Bien, ce qui est intéressant, c'est de soustraire le bleu avec le rouge pour savoir ce que ça fait. Ça fait le trait jaune. Et le trait jaune, il fait 10 922 km. Donc le carré moins la circonférence, ça fait 10 922. Ça vous dit rien, 10 922? Eh bien, c'est La exactement Lune. Mm. la circonférence de la Lune. 100% de précision. C'est-à-dire que le carré qui contient la Terre plus la Lune. Précision 100%. Pour un astre qui est venu soi-disant par hasard autour de la Terre, c'est assez fou quand même. Voilà, et si on additionne bien les deux, il y a plein de choses là-dessus, hein, je ne vais pas tout développer aujourd'hui, mais si on additionne la Terre plus la Lune, ça fait le nombre d'or aussi. Voilà. Tu en déduis quelque chose ou ce sont simplement des réflexions, des calculs, que tu t'amuses à faire, parce que ça vient dans ton esprit? Alors, pour moi, il y a pas de hasard. Vu comment est fabriqué l'univers, que tout est mathématique, bien oui, moi je crois à un créateur, bien sûr. Je peux à partir du moment où on n'a pas de preuves, tout est permis. C'est ça qu'il faut comprendre. La science aujourd'hui elle n'est plus scientifique. Elle part du principe que ce qui n'est pas découvert, ça n'existe pas. Et c'est plus de la science. Et aujourd'hui, eh ben, moi, je pense que la science, et tout le monde est d'accord là-dessus, la science, c'est douter. À partir du moment où on n'a pas de solution, eh bien, tout est permis. Tout est permis. Et le créateur, c'est permis aujourd'hui, puisque on ne sait pas expliquer pourquoi, même par la probabilité, pourquoi il y a des relations mathématiques entre toutes les planètes, entre la Terre, la Lune, etc., etc. Et Alors, si tout n'est pas mathématique, rien ne tient. justement, par rapport aux probabilités, parce que bon, alors, là, c'est vrai que tu as été un peu vite sur la démonstration, il y a encore d'autres, choses que tu démontres par rapport à ça au rapport Terre-Lune et cetera. Vraiment, c'est excellent. Mais regardez la vidéo que je vous ai conseillée en début d'émission, tu l'as fait, je crois, sur la chaîne belge. Mais malgré tout, est-ce que, finalement, il n'y aurait pas suffisamment, de planètes, dans l'univers pour que statistiquement, il y ait une chance sur X milliards que, on tombe sur cette configuration? Ouais, mais ça tombe chez nous. Et oui, mais alors, après le fait que ça tombe chez nous, ça c'est une autre variable à prendre en compte, mais est-ce que déjà, statistiquement, sur l'infinité de configurations qu'il peut y avoir, heu, il y aurait, cette configuration? Donc À je pense partir que de statistiquement, c'est possible. Maintenant, effectivement, il y a la variable: «Ah oui, mais ça tombe bien, c'est quand même sur cette configuration-là où il y a des humains, en tout cas où il y a de la vie». à partir du Peut-être moment où que à partir du peut moment où tu as une infinité de planètes, tu as obligatoirement une possibilité d'avoir cette configuration-là. Il y a un film qui explique que
que pi, c'est infini. Donc, dans pi, si on le remplace par des lettres, on a tous les livres qui existent sur Terre, parce qu'il y a un moment, on va faire tous les mots qui existent. Donc, à partir du moment où quelque chose est infini, c'est obligé qu'on a une possibilité. Mais à partir du moment où on a une chance sur... là, j'ai calculé quelque chose sur les pyramides, j'ai une chance sur 2 milliards. Donc, quand j'ai une chance sur 2 milliards, on n'est plus dans le hasard. Bon, alors, effectivement, mais pour revenir à la configuration des planètes, donc il y a donc statistiquement une possibilité qu'il y ait cette configuration-là sur un des systèmes solaires de l'une des galaxies de l'un des univers. Et peut-être que justement, c'est cette configuration-là parfaite qui est justement comment dire, un paramètre, une condition, nécessaire pour que la vie puisse apparaître. Et donc du coup, le fait qu'il y ait la vie, ça après, ça reste, ça en Je découle J'aime cette bien ton raisonnement, ouais. configuration. Voilà. J'aime bien ton Ouais. raisonnement, ouais. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça n'explique pas autant on pourrait encore continuer à attribuer ça au hasard à l'extérieur, quoi, par rapport à la position des planètes et cetera. En tout cas, sur Terre, la position des pyramides par rapport à tout ce que tu as démontré, là, effectivement, c'est pas un jet de dés, au hasard. C'est là, c'est pas possible. Et puis on peut rajouter circonférence de la Lune fois un dixième du diamètre de la Terre, ça donne le diamètre du Soleil. Oui, Donc, bah, oui, mais c'est ce à quoi on je peut faisais continuer. référence, auquel je pensais tout à l'heure. Voilà. Il y a voilà. Tout Lisez le livre. tout l'univers est mathématique, hein, ce que fait Mathieu aussi Mmh, Constellation d'Orion. Euh, c'est ça qui est fou. Le corps humain est mathématique, les plantes, toute la nature est mathématique, répond à des paramètres mathématiques. Donc moi, le ouais, tout à hasard, fait. je veux bien, mais quand on commence à trifouiller les chiffres, il y a un créateur. Ouais. Mmh mh, complètement. Donc lisez le livre d'Éric, et puis regardez aussi, il y a Quentin Leplat qui a fait une vidéo, justement où, il a mis en place un modèle pour voir si, parce que vous échangez beaucoup avec Quentin, Mm. donc voir si, tes mesures et puis tes réflexions tiennent ou pas. Et même s'il y a des choses qui démontent un petit peu, et c'est la conclusion quand même de sa vidéo, c'est que tu as fait quand même des sacrées découvertes, quoi. Bah, je pense oui, que, bah, disons que moi je me considère artiste, c'est-à-dire que j'essaie de sortir des sentiers battus et je me laisse aller à l'intuition, à l'inspiration quand je fais de musique ou je fais des chansons. Eh bien, c'est l'inspiration qui me guide et je pense que si on n'est pas un peu, cerveau gauche ou cerveau droit, les 2, si on ne laisse pas un petit peu les choses venir, mais on trouve rien parce qu'on est dans un schéma et on tourne en rond. Et si on essaie de sortir des sentiers battus, il y a de l'aspiration qui arrive et puis, ben, de temps en temps, on arrive sur des choses qu'on n'aurait jamais exploitées sans l'intuition. Parce que ça paraît un petit peu fou et puis quand on y va, ben, on s'aperçoit que, ben, ça match. C'est chouette. Alors moi, je l'ai pris Allez, comme un jeu, hein, c'est pour ça que bah, j'ajoute. ouais. C'est c'est Et c'est dur, et hein. et et là, tu me fais la transition toute trouvée quand même pour finir, cette émission, en beauté avec, la troisième facette de ta personnalité. Natacha, je t'en avais parlé, en début d'émission. Eric est un artiste, hein, son groupe, d'ailleurs, que vous avez pu, découvrir pour ceux qui ne le connaissaient pas sur Miasme TV. On a mis, en ligne, le concert intégral que tu as donné avec, Chicky Chick, à Oh, c'est bien. Paimpont, l'été dernier. Ouais, tout à fait. Là aussi, je vous mettrai le lien de la vidéo. Vraiment, regardez-le, ce concert, il est bien, il est plein d'humour, il est plein de messages. Voilà, moi je pense qu'on ne peut pas ne pas l'aimer, le concert. Et justement, tu as une musique, une chanson phare dans ce concert. Ça parlait de l'histoire, de Mamadou. Voilà, c'est parce que, j'en ai marre de ces discours politiques qui nous opposent en permanence et j'ai voulu faire une chanson pour réconcilier la droite et la gauche sur le thème des migrants. Parce que pour simplifier aujourd'hui, ça se limite un peu à ça maintenant la politique, c'est, la gauche qui veut absolument qu'on accueille tous les migrants de la terre. Bien sûr, pas chez eux, hein, parce que chez eux, ils ont pas de place, faut bouger le canapé, donc faut les accueillir, mais pas chez eux. Et la droite, qui veut surtout pas accueillir les migrants. Mais personne ne va demander aux migrants ce qu'ils veulent. Et moi, quand je vais demander à des Soudanais ou des Érythréens ce qu'ils veulent, ils nous disent la même chose. Nous, on a envie de rester chez nous, avec notre famille, notre culture, mais vous arrêtez pas de nous piquer nos richesses, de nous bombarder. Alors, ils nous disent tout simplement, foutez-nous la paix.
Et j'aimerais bien que les gens qui se disent de droite et de gauche arrêtent de se battre sur ces sur sur Le ces sujet des migrants. migrants. Oui, parce que vous leur avez jamais demandé ce qu'ils veulent. Ils veulent simplement qu'on leur foute la paix. Alors, mettez-vous main dans la main, voir tous les gouvernants de la planète, allez leur dire d'arrêter de bombarder et de piquer les richesses de l'Afrique. Et je pense que voilà, tout le monde vivra beaucoup mieux. Et je suis un grand défenseur des frontières parce que les frontières, ça nous permet d'être tous différents. Et ce qui fait qu'on va vers l'autre, c'est qu'il est différent, qu'il n'a pas la même culture, la même cuisine, la même langue. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec des gens qui n'ont pas la même culture. Autrement, on n'a rien à se dire. Et je pense que les gens doivent pouvoir vivre n'importe où sur cette terre, n'importe où ils veulent, mais par envie, pas par dépit. Parce que quand on vit par dépit quelque part, on n'a qu'une envie, c'est de changer le monde où on est, c'est légitime. Et quand on a envie de vivre quelque part, eh bien, c'est parce que on vient parce que le monde nous convient. Et je pense que il faut absolument que les gens puissent se déplacer, vivre où ils veulent par envie. Et aujourd'hui, tout le monde veut vivre quelque part par dépit. Même nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent quitter la France par dépit. Et ça devient dingue de pouvoir quitter toutes ces cultures simplement par dépit et par envie. Donc, j'ai fait cette chanson avec des gens du Burkina Faso, dont un chanteur qui s'appelle Kantala, qui est un des meilleurs joueurs de kora. On a fait cette chanson, elle n'a jamais été diffusée, elle ne sera diffusée officiellement que d'ici 15 jours, mais je vous laissais la primeur à Miaspe TV, à Natacha et à toi Antoine, de diffuser une partie de cette chanson. Alors j'ai fait un petit clip avec l'IA, ça vaut ce que ça vaut, mais ça m'a amusé de travailler avec l'IA. L'IA, ça fait peur, mais c'est comme tout, c'est comme la bombe atomique. Avec les radioactivités, on peut soigner les gens, on peut les détruire. Je pense qu'avec l'IA, c'est pareil, on peut faire un monde meilleur ou on peut faire un monde pire. C'est à nous de savoir utiliser tout ce qui nous arrive. Je pense qu'on ne fera pas le meilleur avec l'IA, mais c'est dommage. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de l'IA, si on elle est en bonne main, donc je me suis amusé avec l'IA pour faire un petit clip et puis cette chanson avec mes amis du Burkina, donc qui s'appelle, alors l'histoire, c'est un petit garçon qui s'appelle Doudou et son papa, dès sa naissance, lui dit de faire attention de ne pas passer la barrière parce qu'il y a du danger, pas passer la rivière, après de pas passer la frontière et le Doudou, eh bien, il va en Angleterre, il désobéit à son papa et puis il meurt, à Calais, dans un camp. Et il y a un message d'espoir à la fin où voilà, on dit que voilà, si on reste au pays, ben, peut-être qu'on va pouvoir récupérer nos terres, refaire notre pays, revivre avec notre culture. Donc il y a pas de message politique, j'insiste, c'est un message d'humanité. Parce qu'on me reproche d'être politique avec cette chanson, donc je ne suis pas politique. Je suis humain, tout simplement. Allez, on se quitte sur ces très belles paroles et puis on va se quitter sur, le rythme, de cette chanson. Heu, Merci Eric d'être passé nous voir, ce soir. Voilà, ça nous a permis d'avoir un échange très intéressant. Natacha, eh bien, on se Alors, dit, je vais juste dire quand même que le livre, on peut se le procurer à partir de mon site qui s'appelle Pyramids Map. Je vais te donner le lien. Donc, si vous allez sur le site Pyramids Map, vous pouvez le commander le livre. Je vous l'enverrai dédicacé. J'ai déjà des retours qui m'ont fait super plaisir. Que je vais mettre sur un petit livre d'or sur le site. Il y a quand même des retours intéressants, ce qui m'enclin à vous conseiller ce livre, en toute objectivité. Donc, je vais vous donner le lien. Et puis, vous pourrez commander le livre si vous voulez, et je vous l'enverrai dédicacé. ouais, tout à fait et puis peut-être que ça m'incitera à faire une suite. Je sais pas, je vis au jour le Mmh. jour. Ouais, ouais, bon, 3 ans, Ouais. on sera patient, Eric. Natacha, eh bien, merci, on se revoit la semaine prochaine pour un À numéro la semaine 38. prochaine. À la semaine prochaine, Antoine. À bientôt, Eric, alors pour, À notre bientôt et merci surtout. Merci de m'avoir accueilli pour qu'on discute de, toutes ces choses merveilleuses, qui sont accessibles aujourd'hui avec tous nos outils modernes, qui nous permettent de donner un sens à notre vie, ça c'est le plus important. et à bientôt les amis. Ciao, ciao. Allez, je partage la petite, vidéo. Amadou a dit à Doudou, Amadou a dit à Doudou, Amadou a dit à Doudou, Amadou a dit à Doudou. Doudou
passent pas la barrière. Les hommes, ils construisent une hutte. Ne passe pas la barrière. Ils construisent une hutte. Tu pourrais te prendre une pierre ou dans un trou faire une chute. Mamadou a dit à Doudou, Mamadou a dit à Doudou, Mamadou a dit à Doudou. Doudou ne passe pas la rivière. Ce matin, les grands fauves sont restés. Ne passe pas la rivière. Tu sais, Les grands fauves sont restés. On a même vu la crinière des lions qui semblaient affamés. Mamadou a dit à Doudou, Mamadou a dit à Doudou, Mamadou a dit à Doudou. Doudou ne passe pas la frontière. Là-bas, les soldats sont armés. Ne passe pas la frontière. Les soldats sont armés. Ils veulent toujours nous faire la guerre, car on a des richesses convoitées. Mamadou a dit à Doudou, Mamadou a dit à Doudou, Mamadou a dit à Doudou. Comment vas-tu, Antoine? Bonjour, Eric. Bonjour Natacha. Ravi de Qu'est-ce te rencontrer. qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt? What the fuck? Tu es dans l'air d'humour pour moi. Et j'ai préparé un sujet spécial pour toi, Eric. Ah bon? Ouais, je vais aller chercher un what the fuck aussi. Hein? T'es d'accord, Antoine? Bah oui, un sujet what the fuck. Un sujet what the fuck. Donc, vous vous êtes pas rencontrés à Pimpon? Jamais. Et vous savez que vous avez... Tu étais à Brocéliande? Oui. Ouais, t'étais à Brocéliande? Ben, on a fait un concert. On jouait. Le hasard a fait que je jouais avec mon groupe dans le bar de Brocéliande le même jour, le dimanche soir. Ah ouais, donc t'étais pas... Donc j'étais, mais en tant que musicien, mais pas en tant que. Mais en tant que musicien, donc Voilà. on Oui, s'est pas t'es passé au stand au festival? Je me rappelle plus. Oui, je suis passé. Ah ben, rencontrés. c'était Bah, passé. on s'est rencontrés. Donc, vous Je êtes... suis passé au bar. Hein. Oh bah. Donc, vous vous êtes croisés à 3 mètres. Ben voilà. Vas-y, à 3 mètres. Ah Ouais, oui, parce que Natacha est toujours près du bar. Voilà. mais je suis désolée, non. Je trouve que mon truc est un peu bas. Je vais peut-être le remonter. Tu me dis, Antoine? The mouse ran up the clock struck 5. The mouse ran down. Hickory-dickory-dock, tick-tock, Oui, il y a la mer. tick-tock. Des vagues. Allez, on est parti. Attends, dis-moi si c'est OK, parce que là, je suis en train de faire un... J'ai vu que j'avais enlevé l'installation. T'es dans Oui, un bateau, là? Dans un bateau? Travers. Dans le port de Vannes? Et par contre, c'est chez moi ou... Mets peut-être un petit coup de chiffonnette sur ton... Encore? Ah oui, là, oui, on a brume bretonne. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Et c'est What the Fog sur le t-shirt. Ouais, c'est ça. Excellent. Excellent. Bon, bah, je vais chercher une chiffonnette. Ah non, sérieux. Ah non? Ça ferait un bon titre, ça. think so. What the Fog. No, 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 no. I don't Oui, think aussi. so.
No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. Je trouve qu'il est pas terrible, il est trop bas. Ça va ou pas? Oui, Là, c'est c'est un bien. peu. C'est ouais, je sais pas. Il était un peu trop haute de pas grand-chose, mais Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça j'ai attends. I Donc don't tac, think tac, so. tac, 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 tac. No, 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 Tu me dis ouais, I c'est don't think clairement mieux. so. c'est mieux? No, 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 it's never, ever, 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 ever Je sais gonna pas pourquoi. happen. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Attends. I don't think so. The Fog, on est passé à The No, Frog. no, no, I don't think Attends. so. No, no, Attends. no, no, it's never, ever, 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 ever gonna happen. Mieux? I don't think Parfait. so. Ouais, très bien. No, no, Je no, croyais que tu voulais no. commencer par un sketch, parce que là, c'est bien parti. Maybe Non, mais ça atterrit dans le bêtisier, ça. Ouais, bien sûr. you'll Ouais. have it your Je sais pas pourquoi je prépare pas mon truc avant, tu sais, je me méfie pas. Maybe Et après, paf, je me fais. C'est pas comme si t'avais pas l'habitude. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Mais là, tu feras pas le coup de la chiffonnette parce que Bon, non. tu l'as déjà fait, tu l'as déjà Bah fait. oui, mais j'ai pas avec la remarque d'Eric. Definitely no, The Fog. no. Ah ouais, donc. Il y a un copyright, là. Attends. Je peux déposer sa scène, moi, toutes mes blagues. Ouais, mais c'est vrai, je pense que j'ai dû mettre encore une fois mon. Oh, tu vas avoir un sérieux concurrent dans le chat. Oh, Tu vas avoir fidèle au poste. Non, pas toi, Eric. Eric? En termes de calembour. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Ouais. Bon. Mais ils sont bien, hein, ils sont bien les personnes qui. Les amimi. Ils sont sympas. Nos amis sont sympas. Allez, on y va. Il est 21h30, si c'est pas Oh magique. là 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 là. Hein, je t'avais dit, Eric, toi, 21h15, le temps de se préparer, Je sais pas. le temps que Natacha fasse tous ses plouc et puis voilà, Un petit coup. 21h30. Et forcément, c'est moi. Hein? Vous étiez en Mm. train de bavarder là tout à l'heure. J'ai dit, est-ce que je peux? Bon, c'est vrai que la chiffonnette, c'était un peu. C'est parti. T'as vu quoi, Natacha? En fait, ça fait un drôle de truc dans mon écran. Je me dis, tiens, on dirait qu'il y a un. Ouais. Je regarde. Tu vois toujours des trucs bizarres. Tu vois pas? Non. Là. La fois dernière, c'était une espèce de gros insecte qui voulait t'attaquer depuis dehors. Ah, il m'attaquait pas, mais il Mhm. était sur la fenêtre. Ouais, mais il arrêtait pas en plus. C'est ça qui est drôle. Et là, tu vois, j'ai le même endroit et il y a rien. Non, C'est bon, il est juste derrière toi, fais gaffe. Tu croyais m'avoir aussi facilement comme ça. Ouais, Puis, allez, elle va peut-être ça peut marcher. Natacha, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro 38. La semaine prochaine, j'essaierai de choisir un t-shirt moins what the fuck. Ok. Arrête de faire ça, tu vas affoler tout le monde, Natacha. Oh, Pas montrer ton phoque. Écoute. oh t'es con. Ça, donc on va le virer. Faut qu'on se marre. Hein. Oh, je te jure. Je te juste avec mon fuck. Bon, bah alors d'accord, on enlève. Donc moins what the fuck. Force de frapper, j'ai eu mal. On enlève, On enlève. on enlève, on enlève, on enlève.